Didier vit très mal cette séparation. Il me parle de solitude, d'angoisse. J'ai toujours été attiré par les femmes de couleur. Et je me suis dit, tant qu'à faire ma vie, pourquoi pas essayer avec une femme de couleur. Elle était vraiment très jolie, mais peut-être trop jolie. Mademoiselle Messicatina et Thérèse, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Petit, Didier Jean-Michel, ici présent. Dès le lendemain, ça a commencé à changer au niveau de son comportement. Ça fait des dégâts énormes, énormes. On a mis le feu aux sorties pour nous empêcher de pouvoir nous sauver. Quand on voit ça de l'extérieur, on se dit « tu reviens de loin, hein, Didier ?» Une très jolie mariée et son fiancé, très élégant lui aussi, dans son costume cravate. Les photos du bonheur, du moins, c'est ce à quoi Didier Petit veut croire en ce mois de juillet 2008 au Cameroun. Son mariage avec Thérèse, une belle Camerounaise d'une vingtaine d'années rencontrée plusieurs mois plus tôt sur Internet, sur un site de rencontre. Nous sommes en 2007. À l'époque, Didier, professeur d'éducation physique, est célibataire depuis quelque temps. Il sort d'une séparation douloureuse et la solitude lui pèse beaucoup. Son ami Christian se souvient très bien de cette période. Didier vit très mal cette séparation d'ailleurs. Il me parle de solitude, d'angoisse, de souffrance par rapport à cette solitude. Je l'écoute, j'essaie de comprendre, avec compassion, empathie, avec ce qu'on peut donner à un ami ou même pas un ami, à quelqu'un qui vous interpelle à ce sujet. Voilà, une souffrance. Puis j'apprends par d'autres copains qu'il fréquente des sites de rencontres, qu'il veut rompre cette solitude, qu'il vit très mal. Et pour rompre cette solitude, Didier se tourne donc vers Internet. J'ai toujours été attiré par les femmes de couleur. Et je me suis dit, tant qu'à faire ma vie, pourquoi pas essayer avec une femme de couleur. Et je me suis inscrit sur un site de rencontre, pour ne pas le citer, afrointroduction.com, qui est probablement le plus connu, mais toujours pas dans le but de me marier ni quoi que ce soit, simplement avoir des contacts avec des gens, ça me suffisait en tout cas. Le problème, sur ce site qui annonce plus de 2 millions de membres, c'est que très vite, Didier se rend compte que toutes les femmes lui disent la même chose, ou presque. C'est-à-dire qu'à la première ligne, on fait connaissance. À la deuxième ligne, on vous dit « je t'aime ». À la troisième, « Dieu t'a mis sur ma route, nous sommes faits pour nous entendre, je veux te rencontrer », etc. Donc toutes, si j'ai eu 100 personnes en un jour, c'est pas mentir, c'est 100 personnes qui m'ont dit la même chose. Donc je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche, ça va pas, quoi. Et au moment où Didier veut se déconnecter, une dame l'apostrophe. Je peux parler avec toi, je te rassure, je ne suis pas comme mes sœurs, voilà ce qu'elles disent, mais moi je ne suis pas comme ça, d'ailleurs je ne veux pas me marier, je veux simplement un contact, et bon j'ai répondu affirmativement. Cette dame, c'est Thérèse, qui très vite se présente comme journaliste et met Didier en confiance en le rassurant. Elle me montre un passeport, elle me montre des documents me prouvant qu'elle avait déjà voyagé, donc qu'elle n'avait absolument pas besoin d'argent, qu'elle n'avait absolument pas besoin d'un visa pour revenir, qu'elle était tout à fait honnête et claire et que son but n'était pas là. Pendant presque un an, Didier et Thérèse se parlent via Internet. Lui dans sa maison d'Estine, elle depuis un cybercafé à Yaoundé. Un an de conversation? Oui, plus ou moins, oui. On se voyait régulièrement par la caméra, on se parlait très fréquemment et de plus en plus d'ailleurs, jusqu'au moment où est arrivé le temps de se dire, bon, et si on se voyait? Et comme moi, je ne voulais pas prendre l'avion à l'époque parce que j'avais toujours comme réflexion de dire je veux bien prendre le bateau parce que si cool je sais nager, mais l'avion je sais pas voler. Donc j'ai refusé de partir. Elle m'a dit qu'à cela ne tienne, je vais venir. Mais la belle Thérèse ne vient pas. Elle évoque des tas de prétextes pour ne pas venir en Belgique. Et c'est Didier qui finalement va surmonter sa phobie de l'avion. Et le 1er juillet 2008, Didier atterrit à Yaoundé où il est accueilli très chaleureusement par Thérèse. On est reparti en taxi jusque chez elle, donc là on a mangé ensemble, elle a prié pour ma venue avec des copines qui étaient là. Non, vraiment très bien, quoi. En plus, pour moi, en ce qui me concerne, c'était la première fois
que je faisais un aussi long voyage, partir en Afrique, c'était le bout du monde pour moi, donc fatalement je découvrais de nouvelles choses, une nouvelle culture et ça me plaisait. Les jours passent, Didier se plaît bien avec Thérèse. Très vite, elle lui propose le mariage. Il dit oui et effectue toutes les démarches en vue de la noce. Les examens médicaux, les prises de sang, les papiers qu'il faut remplir. 10 jours plus tard, Didier épouse sa belle promise, Thérèse. Mademoiselle Nessikatima et Thérèse, consentez-vous de prendre pour époux Monsieur Petit, Didier Jean-Michel, ici présent. On est parti à la mairie, ça s'est très bien passé. Puis elle a voulu m'envoyer à l'église également. Et là, ça s'est encore mieux passé parce que j'ai apprécié les danses africaines, le rythme que nous n'avons pas par ici lorsqu'on fait un mariage. Et notre prof de gym reconnaît qu'à ce moment-là, il est heureux auprès de celle qui vient de devenir sa femme. Mais il faut songer à revenir en Belgique. Le visa de Didier va expirer. Vous revenez ici sans Thérèse? Sans elle, puisqu'il fallait faire des démarches administratives de mon côté pour qu'elle puisse revenir, c'est-à-dire qu'il faut introduire de nouveau un dossier à l'ambassade. Ça vient du Cameroun, ça revient ici en Belgique, de la Belgique ça part à l'Office des étrangers, de l'Office des étrangers ça retourne, ça remonte, et ça remonte jusqu'au-dessus, jusqu'au moment où on lui donne le visa, quoi. Et cela prend des mois pour effectuer ces longues formalités. Didier, très amoureux, attend son épouse très impatiemment. Finalement, la jeune mariée finit par débarquer à Bruxelles. Je vais à l'aéroport pour aller les rechercher. Et puis là, j'avais mis des petits cadeaux partout. Il y avait un cadeau dans le coffre, il y avait un cadeau sur sa chaise, le siège de voiture. Dans la maison, il y avait un petit cadeau dans chaque pièce. Des gadgets parfois, mais je savais qu'ils seraient utiles puisqu'elle venait du très chaud au très froid puisqu'elle est arrivée en hiver. Il y avait une paire de chaussettes, il y avait une bouillotte, il y avait des petits trucs comme ça, un parfum, etc. Donc c'était amusant et elle découvrait ça avec beaucoup d'amusement. Oui. Vous étiez plein de petites attentions. Oui, tout à fait, oui. Thérèse s'installe dans la maison de son mari à Estine. Elle semble ravie d'être là, comme en témoigne cette vidéo où on voit la jeune Camerounaise danser dans le salon de l'habitation de Didier. Didier, dont l'entourage accueille très chaleureusement la nouvelle épouse. Patrice et Geneviève sont des amis de longue date de Didier. Ils se rappellent très bien quand ils ont vu Thérèse pour la première fois avec leur ami. Le cours a bien passé, mais ce qui m'a étonné, c'est la différence d'âge. Et puis, elle m'a expliqué qu'en Afrique, c'était normal. Parce que les jeunes sont infidèles, donc ils préfèrent des hommes plus âgés. Et c'est exact, non pas parce que une question morale, mais une question sanitaire. Les ravages du sida font que, effectivement, l'infidélité est un souci. Et vous, Geneviève, quand vous avez vu Thérèse pour la première fois, vous avez pensé à quoi? Qu'elle est jolie. Elle était vraiment très jolie, très agréable. Oui, mais peut-être trop jolie. Voilà, et puis bon, ça c'est la première fois. Par la suite, ça s'était bien passé la première fois, hein, très bien. Ensuite... Par la suite, l'ambiance se dégrade très vite entre les jeunes mariés au fur et à mesure que les jours passent. Les premiers jours se passent bien? Non. Dès le lendemain, ça a commencé à changer ici au niveau de son comportement. M'insulter, elle a voulu me frapper. C'était très difficile, ouais. Pourquoi? Je n'en sais rien. Elle a changé de comportement du jour au lendemain. Et au bout d'une semaine déjà, Thérèse veut rentrer au Cameroun. Elle ne dort déjà plus dans la chambre conjugale, mais bien sur le canapé du salon. Et puis surtout, elle passe des heures la nuit sur son ordinateur. Elle dort dans le divan en grosse partie, oui. En fait, elle faisait semblant de dormir dans le divan la nuit, mais elle était sur Internet, elle dialoguait avec des amants. Et puis la journée, elle montait se coucher, voilà. Et moi, je partais travailler. Une situation qui dure 1 mois environ, et Thérèse insiste. Elle veut rentrer à Yaoundé voir ses enfants. Donc là, je l'ai laissé s'en aller. Je lui ai dit, écoute, je vais faire le nécessaire, je vais essayer de trouver des fonds à gauche et à droite. Quand je dis à fonds à gauche et à droite, c'est
creuser les fonds de tiroir pour essayer de trouver l'argent nécessaire pour qu'elle puisse retourner. Sa jeune épouse partie, Didier se retrouve seul. Quelle n'est pas sa surprise en ouvrant son ordinateur, la boîte mail de Thérèse est restée ouverte. Sa vraie vie s'étale aux yeux de son mari via des centaines de courriels. J'ai découvert toute sa vie, la prostitution, les essais de proxénétisme, plus que probablement, puisque j'appelle ça du proxénétisme à partir du moment où un gars lui dit « écoute, tu vas venir me rejoindre, et là-bas, quand on sera là-bas sur place, tu vas recruter des gens dans la rue pour qu'on fasse des partous, etc. » J'ai découvert qu'elle couchait aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Voilà, donc plein de choses qui ont fait que je me suis dit là, je ne suis pas tombé sur la bonne personne. Pour Didier, le choc est rude à encaisser, d'autant qu'il est très amoureux. Moi, j'ai craint quand même pour Didier parce que il avait déjà fait la dépression auparavant. Et nous savions que s'il faisait une dépression, il aurait pu attenter à ses jours. Il a fait une grave dépression Et là nous lors avons de eu son peur. premier divorce. Mais Didier tient le coup. La rage prend le dessus sur le chagrin et la tristesse d'avoir été flouée. Arrive le moment où Thérèse annonce son retour en Belgique. Elle n'est pas revenue à la date prévue, mais je n'avais pas l'intention d'aller la chercher, puisque ayant découvert tous les mails, j'avais prévenu la police en disant « stop, il y a un problème, je pense que je suis victime d'une arnaque ». À la police, on explique à Didier qu'il y a plus d'1 mois que Thérèse est partie et qu'elle va être radiée du domicile de son mari. À son retour, la belle africaine s'installe chez un de ses amants allemands pendant plusieurs mois. Elle a vécu chez lui et puis elle a envoyé un mail à une copine de Suisse lui disant « écoute, je vais le quitter parce que de toute façon, quand il va vouloir m'épouser, je vais avoir du mal de lui expliquer que je suis déjà marié. Et en plus, le problème est que, voilà, j'ai pas envie de rester ici, sa maison est trop petite et il a 3 enfants et il doit pas payer une pension alimentaire aux 3 enfants, il ne me restera plus rien. » Donc voilà, elle est partie ensuite vers la Suisse et là j'ai prévenu la police de Suisse, l'ambassade. Elle avait l'intention de repartir aux USA avec un autre amant. Et là j'ai prévenu les ambassades des USA, j'ai vraiment mis des bâtons dans ses roues. Ouais. Le temps passe, Didier oublie peu à peu la belle Thérèse et quelques mois plus tard, il rencontre Augusta, une autre belle africaine, ivoirienne cette fois. Là, c'est complètement différent. Ah, c'est complètement différent. D'abord, elle est moins jeune. Bon, elle a un métier solide. Elle va le prouver en faisant des études en Belgique brillantes. Bon, Non, et ici, je crois que Didier, comment vais-je dire, a pris plus de temps pour mieux la connaître. Il est allé souvent en Côte d'Ivoire. il est resté longtemps en Côte d'Ivoire. Et il restait longtemps, donc il a pris beaucoup de temps. Et elle n'était pas demandeuse pour venir en Belgique. Elle avait un bon boulot, hein, elle était sage-femme à Abidjan, elle se plaisait, elle n'avait pas de soucis. Elle aurait voulu que Didier reste à Abidjan. Voilà. Et puis il y a eu la guerre. C'est le conflit en Côte d'Ivoire qui fait que Didier revient dans sa maison d'Estine avec Augusta, sa nouvelle compagne. Le 11 novembre 2011, dans la nuit, alors que Didier, Augusta, son fils, la sœur d'Augusta et sa petite-fille sont au lit, quand le feu est bouté à la maison. On a mis le feu aux sorties, effectivement, pour nous empêcher de pouvoir nous sauver. Et il faut savoir que la porte ici, elle donne accès aux escaliers de l'étage. Et comme il était 2h30 du matin, en général, on est couché, on est à l'étage, en tout cas pour nous. Et puis, voilà, donc à partir du moment où on met le feu et qu'on nous empêche de sortir, c'est fatal qu'on voulait nous tuer. Et on n'a pas mis le feu qu'ici, on a mis le feu tout autour de la maison, de façon à ce que la maison brûle le plus rapidement possible. Des cocktails Molotov ont été placés dans les gouttières pour mieux atteindre la toiture. Ici, toute la toiture était brûlée, toute cette zone-ci était brûlée, les gouttières brûlées. Et en fait, bon, moi je mesure 1m70 et je n'arrive pas à la gouttière. Donc ma déduction a été très simple, c'est qu'il fallait mesurer au moins 1m90 pour arriver à cette gouttière pour déposer des cocktails Molotov dedans, y compris de l'autre côté du garage. Heureusement, tous les occupants réussissent à sortir de la maison sains et saufs. Les dégâts matériels sont limités. N'empêche, pour Didier, le choc est terrible. Quand on voit ça de l'extérieur, on se dit «
voiture vient de loin, hein, Didier. Ça vient d'où? C'est qui? On ne sait pas très bien, on imagine toutes les hypothèses possibles. 2 jours plus tard, alors que tout le monde a pu réintégrer la maison, Didier n'arrive pas à dormir. Il s'installe alors derrière la fenêtre de cette chambre mansardée à l'étage quand il entend une porte claquer. Voilà, la voiture est arrêtée là-bas au coin. Là où il y a le panneau de circulation, de priorité de droite, c'est là que la voiture était arrêtée. Donc je n'ai pas vu la voiture, j'ai vu le gars arriver, traverser la route, pour venir mettre probablement le feu chez moi, puisqu'il avait un jerrycan et ce qu'il fallait pour mettre le feu. À ce moment-là, Didier est au téléphone avec la police qui lui demande de se manifester. La voiture avance alors pour venir récupérer l'homme au jerrycan. J'ai pu décrire à la police la voiture, lui donner pas le numéro de plaque parce qu'il faisait noir quand même, donc je voyais rien, mais j'ai vu la couleur de la voiture, la marque de la voiture, le modèle. Donc j'ai signalé tout cela à la police. Les forces de l'ordre ont pu identifier ces hommes et les ont facilement retrouvés. Donc la police a demandé à ce qu'il y ait une écoute téléphonique. Et via l'écoute téléphonique, on a su dire qu'ils étaient ici dans les parages. Déjà qu'ils étaient dans le coin, ils étaient du côté de Binche pendant 1 heure ou 2 avant de venir ici, puis on les a retrouvés ici. Une voiture qui avait été contrôlée par la police un peu plus tôt cette nuit-là. À l'intérieur du véhicule, un Belge et un Camerounais. Bon, je me dis, voilà, ils sont très liés ensemble, les Camerounais, donc comme tous les Africains d'ailleurs. Ils ont la voiture, ils ont fait ouvrir le coffre aussi. Ils ont fait ouvrir le coffre, ils ont découvert à l'intérieur un jerrycan d'essence. Ils ont dit simplement que c'était la voiture qui tombait souvent en panne et qu'il fallait mettre de l'essence. Et là, la police n'a rien cru de tout cela, puisque déjà c'est interdit de se balader avec un jerrycan dans la voiture. Les 2 hommes et Thérèse, dont Didier est aujourd'hui divorcé, sont actuellement poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le ministère public réclame pour chacun 8 années de réclusion. Aucun d'entre eux ne s'est présenté à l'audience en avril dernier. Mais outre cette tentative d'assassinat, Didier a d'abord été victime de ce qu'on appelle un mariage gris. Je pense que je suis victime d'une arnaque, mais je ne connaissais absolument rien des mariages gris ni des mariages blancs. J'avais jamais entendu parler de ça. Anne Moisse est policière à la brigade judiciaire de Liège, au service traite des êtres humains. Cela fait des années qu'elle traque ces mariages gris. D'un point de vue policier, un mariage gris, c'est une manière pour une personne qui ne fait pas partie de l'Union européenne d'obtenir un titre de séjour en utilisant les sentiments d'une autre personne qui, elle, bénéficie des papiers. Obtenir des papiers, à la différence des mariages blancs où les 2 conjoints s'unissent délibérément pour contourner la loi, ici le mariage gris fait une victime. Le conjoint roulé, trompé sentimentalement, celui ou celle qui croit se marier par amour. Pour toutes ces victimes, une constante. Chacune des victimes a été vulnérable à un moment donné de sa vie et est tombée dans le panneau parce qu'elle était faible à ce moment-là. À ce moment-là où cela a réveillé en elle une faiblesse passée, donc ce sont des gens qui ont un parcours de vie souvent atypique et qui ont besoin d'amour, de reconnaissance et qui pensent l'avoir trouvé. Des mariages gris qui sont susceptibles de concerner tout le monde, hommes ou femmes. Pour toutes les victimes aussi, une énorme souffrance, bien plus grande qu'une rupture sentimentale classique. Ça fait des dégâts énormes, énormes, parce que la relation amoureuse, c'est la relation qui nous implique le plus, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau financier. Et donc, quand tout ça s'écroule, c'est une catastrophe, vraiment. Hein. Une épreuve que Didier a difficilement traversée. Déjà, de par le regard des autres, j'ai l'impression que tout le monde se croit plus malin que vous à ce moment-là. On se dit, mais comment t'as pu te laisser faire? Comment t'as pu te faire avoir? Toi qui as fait des études, tu n'es quand même pas un con, et là, t'as agi comme un imbécile. Enfin, j'ai tout entendu. Et c'est très dur à vivre parce que justement, quand on découvre ce que j'ai découvert et ce que vous avez lu, vous savez très bien que c'est un truc qui vous tombe dessus et qui est vraiment très difficile à supporter. Et on a en plus, au moment où on a besoin d'un soutien, on ne l'a pas. Parce que les gens vous accablent encore plus. Et la méchanceté des gens, vous savez qu'elle n'a pas de limite. Et c'est très difficile à supporter. Et en plus, souvent on dit, mais je te l'avais bien dit. Hein, je t'avais prévenu que c'était suspect cette affaire-là. Oui.
Il y a ça. Mais je pense aussi que ces personnes-là ont déjà une histoire avant qui a mis en difficulté leur estime d'elles-mêmes. Et donc, ça vient une fois de plus, quoi, les blesser. Douleur personnelle, perte de l'estime de soi, avec parfois aussi un rejet de sa propre famille. Dans le cas de Didier, Thérèse a réussi également à retourner la propre mère de Didier contre lui. Ma mère qui m'a élevé pendant 50 ans ne me reconnaissait pas en tant que son fils. Elle m'a dit, mais comment tu peux agir comme ça? Mais t'es un pervers, t'es un obsédé sexuel. J'ai eu droit à tout, la totale. Alors que franchement, j'avais rien fait de mal, quoi. Manipuler le futur conjoint, manipuler sa famille, l'isoler, la clé de ce mariage gris. En Belgique, pour se marier, il faut d'abord passer par la commune pour y faire une déclaration. Et si pour un des deux conjoints, ce mariage ouvre le droit au séjour, il y a obligatoirement un complément d'information à fournir. Si, lors de ces rencontres entre le service des mariages, l'agent du service des mariages et les futurs mariés, l'agent sent qu'il y a une difficulté ou qu'il peut y avoir anguille sous roche, je vais dire, alors dans ce cas-là, en accord avec moi, j'écris au parquet pour transmettre le dossier. En parallèle, j'informe les mariés qu'il y a un sursis pour leur mariage de 2 mois. Alors dans ce délai de 2 mois, le parquet instruit une enquête. L'officier de l'état civil qui écrit aussi à l'Office des étrangers pour compléter le dossier. Si l'enquête du parquet est négative, les deux conjoints pourront se marier. Sinon, ils devront encore attendre un délai supplémentaire de 3 mois nécessaire aux dernières investigations. Et il arrive aussi que le mariage soit célébré et annulé par la suite. Oui, on a déjà eu effectivement des mariages qui ont été annulés suite à une enquête qui avait eu lieu a posteriori. C'est donc le parquet qui est en charge de l'enquête via les commissariats et les agents de quartier. Ce ne sont pas des enquêtes faciles parce qu'elles se basent principalement sur des témoignages et sur les dires des intéressés qui, généralement, collaboreront de manière assez limitée à l'enquête parce que tous diront bien évidemment que c'est un mariage au sens parfaitement habituel du terme qu'ils souhaitent célébrer et vivre de manière légale. Des ressortissants de plusieurs pays sont concernés. Dans le cas de Didier, celle qui a fait de lui une victime de mariage gris venait du Cameroun. Le Cameroun, où plusieurs Belges ont trouvé la mort mystérieusement empoisonnée. Effectivement, avec le parquet fédéral, nous avons dénombré, je dirais bien ces 4-5 dernières années, une petite dizaine de personnes qui sont décédées, parfois à leur retour du Cameroun ou alors sur le territoire même du Cameroun, ce qui rend évidemment les enquêtes d'autant plus difficiles parce qu'enquêter sur le territoire camerounais n'est pas chose facile. Il n'y a pas une même structure policière, administrative, un cadastre qui nous permettent de faire les enquêtes telles que nous les connaissons ici en Belgique. Dans son malheur, Didier aura eu beaucoup de chance finalement de ne pas avoir été empoisonné. Aujourd'hui, il reconnaît que ça aurait pu lui arriver. On rend malade le personnage et puis tellement malade qu'on est obligé de l'envoyer à l'hôpital, soi-disant. Donc on téléphone à la famille en disant « Écoute, mon mari est très 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 malade, mon mari ne se sent pas bien, il a dû rentrer à l'hôpital, mais on n'a pas d'argent pour le soigner. Est-ce que vous pouvez envoyer une certaine somme pour… » Et fatalement, les familles, ben oui, quand on a son fils qui est là-bas en Afrique, dans la misère, ben, on essaie de l'aider, donc on envoie l'argent. Et en fait, elles prennent l'argent et elles ne soignent pas le personnage, donc on le laisse mourir et puis on téléphone en disant « Écoutez, il est vraiment pas bien, les soins qu'on lui a donnés ne sont pas bons » et on soutire un maximum d'argent comme ça. Nous avons essayé de contacter Thérèse à plusieurs reprises, en vain. Aucun avocat ne la représentait devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Thérèse, qui a reçu plusieurs fois un ordre de quitter le territoire, ce qui ne l'a pas empêchée de s'installer définitivement en Belgique. Ses jumelles seraient même arrivées du Cameroun et vivraient avec leur mère, aux dernières nouvelles, en région liégeoise. Thérèse et ses complices devraient être jugés le 9 juin prochain au tribunal correctionnel de Charleroi.